des gens qui ont à cœur l'avenir du système de santé. On cherche à réseauter les différents acteurs de réseau, que ce soit des médecins, des infirmières, des gestionnaires, des conseillers, pour qu'en fait on puisse se parler, s'écouter et essayer de passer par-dessus les barrières organisationnelles et professionnelles qui trop souvent bloquent le changement. Le 5 à 7 d'aujourd'hui porte sur un projet de loi, le projet de loi 10, qui a été présenté par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, au printemps 2014. Le projet de loi sera fort probablement adopté sous le bâillon vendredi. Le projet de loi, en fait, qu'est-ce que ça comprend? En gros, c'est l'abolition des agences de santé et le remplacement par d'autres agences, les plus grosses, qui s'appellent les centres intégrés de santé et de services sociaux. L'abolition de 1300 postes cadres et des économies de 220 millions de dollars. Ce qui frappe toutefois l'imaginaire, c'est en fait la présence du ministre dans tout ce qui est décisionnel. Juste dans le projet de loi, le mot ministre apparaît 107 fois dans seulement 33 pages, qui comportent 165 articles. Le ministre pourra tout décider, tout contrôler, tasser les personnes incompétentes, mais peut-être aussi punir celles qui ne feront pas son affaire. Mais je comprends, vous êtes venu en grand nombre, vous avez des questionnements, mais aussi des personnes qui sont premiers plans dans le site pour pouvoir répondre à vos questions. Je vais aussi vous remercier d'être venu en très grand nombre parce qu'en fait, on voit que vous avez des questionnements. Je pense que les gens vont essayer de répondre le plus possible à vos questionnements. Pour discuter de ce projet, on a invité Mme Diane Lavallée, qui est présidente, directrice générale en fait, de l'Association québécoise des services de santé et services sociaux du Québec, et M. Damien Kostasoulas, qui est professeur titulaire à la faculté de sciences infirmières de l'Université de Montréal. On va commencer avec Mme Diane Lavallée. Mme Diane Lavallée a été présidente fondatrice de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, et en a assumé la présidence de 87 à 93, représentant ainsi 37 000 infirmières. Par la suite, elle est devenue gestionnaire dans la haute fonction publique québécoise, où elle a occupé des fonctions de secrétaire générale, de sous-ministre, de présidente d'organismes gouvernementaux, lui permettant d'accompagner 10 ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a été présidente du Conseil du statut de la femme de 1999 à 2006, et à ce titre a conseillé le gouvernement du Québec afin que les politiques et les lois soient exemptes de discrimination à l'égard des femmes. Diane Lavallée a été aussi curatrice publique de 2006 à 2013. À ce titre, elle dirigeait un organisme gouvernemental qui veille à la protection des droits et à la sauvegarde de l'autonomie de milliers de personnes vulnérables au Québec. Elle est directrice générale de la CAIS depuis avril 2013. Cette association vise à soutenir, rassembler et représenter 125 membres, soit les 92 centres de santé et services sociaux, les C3S, les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers affiliés, les instituts universitaires et les établissements, les CHSLD à vocation. Alors, souhaitons la bienvenue à Mme Lavallée. Merci. Eh bien, merci bien de nous avoir invités. Ça fait plaisir d'être ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Vous êtes en grand nombre. Merci d'être là. Je pense que c'est un sujet très d'actualité qui intéresse de près. Je ne vais pas de loin parce que tout le monde est touché par le projet de loi 10. Donc, merci d'être ici. Je reconnais dans la salle des gens avec qui j'ai travaillé dans le monde syndical il y a quelques années, si peu, on était si jeunes à l'époque, et des gens que je retrouve maintenant, même dans le monde syndical et qui sont maintenant des directeurs, des mauvais gestionnaires du réseau de la santé. Ils ont mal viré, ont bien viré, c'est long. Donc, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et en entendant ce que vous aviez dit, effectivement, le projet de loi 10 qui est présentement en commission parlementaire se retrouve avec une décision qui est prise par le Conseil des ministres de cet après-midi, donc d'ailleurs sera imposée pour l'adoption de ce projet de loi. Donc, il vous est pertinent, je vous dis aujourd'hui, peut-être de vous rappeler les positions que la pièce sont défendues devant la commission parlementaire. Dans le cadre de cette commission qui a vraiment entendu une centaine de Votre micro ne fonctionne pas. Il fonctionne moins bien que l'autre. Vous prêts? Oui, ok. Donc, la Caisse a fortement critiqué le projet de loi. A été une des premières associations dès sa sortie en septembre
de parler du caractère très centralisateur de ce projet de loi et du risque de politisation des énoncés qu'on trouvait dans le projet. Et on a rappelé en commission parlementaire, je vous dirais au ministre de la Santé, que le système de santé du Québec, là, il n'appartient pas au ministre de la Santé. Il n'appartient pas aux gestionnaires non plus, puis il n'appartient pas aux syndicats, aux employés, il appartient à la population du Québec. Et toute réforme doit avoir en tête ça. Ce n'est pas une entreprise privée, on n'est pas dans une clinique de radiologie dans le système de santé. Pour la Caisse, je vous dirais, toute transformation ou réforme du réseau doit viser l'amélioration des services offerts aux patients, aux usagers, aux citoyens. À cet égard, on partage bien sûr les objectifs qui peuvent être contre la vertu, d'accès, de qualité, de sécurité des soins, d'efficience, d'efficacité énoncés dans le préambule du projet de loi. La Caisse a passé sa vie à travailler et à soutenir le réseau dans ces objectifs-là. Donc, pour ce qui est de notre partage et notre accord avec le projet de loi, il s'arrête au préambule. Le problème, je vous dirais, c'est qu'en toute bonne foi, comme la plupart de ceux qui ont réalisé le projet, on n'arrive pas à prévoir les liens entre les objectifs, entre le préambule et avec le contenu du projet de loi lui-même. Pire encore, on partage que plusieurs experts sont venus dire, dont oui, M. Constantiopoulos, qui s'est prononcé sur la question, le projet de loi va à l'encontre même des objectifs qui sous-tendent. Il souffre, à notre avis, de plusieurs lacunes qui, malheureusement, n'ont pas réussi à être atténuées ou modifiées avec la Commission. L'absence totale d'une vision d'ensemble qui donnerait un sens à la réforme. Combien d'acteurs sont venus dire « Monsieur le ministre, donnez-nous le sens où vous allez. » Il nous a toujours dit que c'est une des pièces maîtresses de ce que je veux faire, je comprends, mais les autres, c'est lesquels, on le voit, ça débrouille, c'est le projet de loi 10, le projet de loi 28, tout le monde en a pour son argent, les gestionnaires, les médecins, les pharmaciens, bref, on est tous touchés équitablement. Donc, il entend convier le réseau à une très grande réforme. Le projet de loi 20 nous donne aussi un aperçu de comment il fait les réformes. C'est pas qu'on est contre non plus le fait que je pensais que les médecins peuvent travailler davantage à améliorer l'action au service, mais c'est toujours dans les façons de faire, je dirais. Le projet de loi 10, quant à lui, c'est une concentration, je vous dirais, excessive des pouvoirs entre les mains du ministre. C'est le premier ministre de la Santé qui va pratiquement seul gérer 50% du budget de l'État. Le budget de la Santé, c'est 49%. Donc, 49% du budget de l'État québécois est entre les mains d'un seul homme qui va diriger avec les gens qu'il va choisir, puis s'ils n'ont pas l'affaire, il va être congédié. Et quand même, il laisse l'autre 51% du budget de l'État au premier ministre à gérer avec son conseil des ministres. Il y a un danger extrême de politisation qui est lié aussi à une pareille concentration de pouvoir pour nommer tous les gens qui vont siéger, qui vont diriger le réseau. Il y a un défi majeur aussi de représentation citoyenne parce qu'on dit qu'on abolit les agences, oui c'est vrai, mais on abolit le palier local. Là où tous les conseils d'administration, plus de 3000 bénévoles siégeaient sur ces conseils-là, étaient les représentants, les yeux et les oreilles des citoyens. Ces gens-là ne seront plus là et ils seront remplacés par d'autres administrateurs que le ministre dit plus compétents, qu'il choisira bien sûr, donc c'est ceux qui vont être compétents, et qui seront les yeux et les oreilles du ministre de la Population, bref, qui n'est pas allé jusqu'à l'expliquer là. Il y a une mise aussi à risque des acquis de la réforme précédente, donc on n'avait pas encore récolté tous les fruits, même si tout n'était pas parfait dans la réforme Couillard. Il reste que il y avait quand même des pas considérables qui avaient été faits en ce qui a trait à la mise en place des réseaux locaux de santé et de la responsabilité populationnelle. Donc, oui, Montréal avait une organisation des services qui était différente, mais je vous dirais que dans les régions, particulièrement quand j'ai fait la tournée, beaucoup de travaux ont été faits pour créer des réseaux locaux qui sont très fonctionnels, des couloirs de services qui ont été mis de l'avant, et ces gens-là craignent vraiment un recul. Donc, il y a un éloignement du siège décisionnel quant à l'offre de services. Et bien sûr, une absence des conditions gagnantes. Je pense que tout le monde qui veut un peu de gestion dans sa vie, pour toute réforme importante, il faut que tu sois capable de mobiliser tes gens, leur dire où est-ce qu'on va, pourquoi on y va, puis on y va ensemble, puis on est fiers d'y aller ensemble, puis on vous mobilise vers un objectif commun. Il faut mobiliser, bien sûr, les acteurs du réseau que sont les gestionnaires, les employés, les syndiqués, et que tout le monde dise, ben oui, on va se relever les coudes, on a des choses à faire qui sont importantes, on va le faire ensemble. Donc, les conditions ne sont pas encore là. Hein? Est-ce qu'il y a une véritable informatisation du réseau?
qui est axé sur le patient, c'est aussi des conditions gagnantes? Malheureusement, non. Est-ce qu'il y a un authentique partenariat médico-administratif où les médecins aussi sont partie prenante des objectifs de gestion? Pas encore. Est-ce qu'on a tout en place pour mettre un véritable financement axé sur le patient? Non, si on n'a pas les systèmes informatiques qui le permettent. Est-ce que la rémunération médicale favorise la pertinence, l'efficacité et l'accès, la performance? Pas encore. Donc, vous voyez que toutes ces conditions-là sont très loin d'être mises ensemble pour favoriser une réforme. Et ça n'a pas été de gaieté de cœur, je vous dirais, qu'on a critiqué sévèrement le projet, parce que la Caisse a toujours été très constructive, critique, mais capable d'être constructive et voir dans les éléments d'un projet de loi ce qui peut être aussi favorable. On a cherché beaucoup pour trouver des choses favorables. On sait que les finances publiques sont dans un piètre état. Quand 49% du budget de l'État consacré à la santé, c'est clair qu'il faut faire des efforts. On est prêt à le faire, mais malheureusement, on ne pouvait pas appuyer une réforme qui est soutenue par une vision aussi centralisatrice et politique. Donc, on n'a pas pu le faire. Dans les débats entourant cette réforme, on a choisi de mettre l'accent plus particulièrement aussi sur toute la problématique de la gouvernance. Une gouvernance de qualité, c'est une gouvernance de proximité. Le leadership des administrateurs, ça peut s'exercer à l'abri autant que possible des pressions politiques. Donc, les propositions avancées, ça va à l'encontre de toutes les pratiques de saine gouvernance reconnues sur la scène internationale, et même celles soutenues par le gouvernement du Québec dans le cadre de sa loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Le cadre de gouvernance des CIS va complètement à l'encontre de ce que le gouvernement libéral a même mis de l'avant dans la gouvernance des sociétés d'État. Le fonctionnement et les pouvoirs dévolus au conseil d'administration posent bien sûr des problèmes. Il va être adopté tel quel, donc il va dépouiller les administrateurs de tout pouvoir réel au profit d'un rôle d'exécutant, pour ne pas dire de figurant. Que le ministre nomme les conseils d'administration, y compris les membres dits indépendants, comment les membres avaient dépendants, bon. Il nomme les représentants des usagers, il adopte le plan d'organisation des établissements, il va déterminer le plan stratégique de chacun des établissements, et c'est sans précédent. Donc, ça laisse très peu de marge de manœuvre aux administrateurs pour l'adaptation des soins et des services aux besoins spécifiques de leur région. Et finalement, là, c'est le problème, le point peut-être le plus important, on juge que le modèle de fonctionnement et la gestion des établissements qui est proposé, il n'y a pas d'ancrage dans les communautés locales où sont les gens, où on travaille, où on peut travailler avec eux à l'amélioration des réseaux locaux pour le bénéfice de la santé de la population. Depuis 2005, sous la gouverne de Philippe Couillard, qui était alors ministre de la Santé, il y a eu des réseaux locaux que je vous disais qui ont été mis en place. Ça a permis vraiment qu'émergent des initiatrices novatrices au bénéfice des populations. Et on craint que tous ces efforts-là puissent avoir des reculs. On espère que les gestionnaires qui seront en place, les futurs directeurs qui seront nommés dans les CIS, auront en tête de maintenir ce qui a bien fonctionné, malgré des structures qui s'éloignent de la prise de décision pour les services localement. Et bien sûr, en concentrant, comme on disait, dans les mains du ministre, la majeure partie des pouvoirs au détriment des conseils d'administration, il risque peut-être de mettre à mal certaines de ces réalisations-là de proximité. L'étude article par article du projet de loi 10 va prendre fin vendredi. Il y a eu, présentement, ils ont permis de statuer sur 15 articles. Les articles de 1 à 15 du projet de loi, il y en a 964, je pense. Et donc, ce qui en résulte des compromis du ministre, c'est la région de la Montérégie qui va compter non pas un 6, mais 3, 6. Les îles de la Madeleine auront de leur côté aussi leur propre 6. Il y a 3 établissements supplémentaires qui ne seront pas finalement fusionnés. Le CHU de Québec, l'Institut de pneumologie et de cardio de Québec et l'Institut Philippe Pinel. Il y a aussi la concession du ministre, c'était que les PDG des nouveaux 6 et des établissements non fusionnés vont être finalement nommés par le Conseil des ministres, sous recommandation du ministre de la Santé et à la suite d'un processus de sélection qui va être mené par les établissements. Bon. Et donc, malgré 65 mémoires, 45 contre sa réforme, 5 pour et les autres ni figue ni raisin, le ministre va de l'avant avec cette réforme.
Et je vous dirais, le projet de loi a déjà fait ses premières victimes, la vie associative dans le réseau de la santé. Eh bien oui, c'est vrai, le 11 décembre dernier, on se doutait qu'avec le projet de loi 25, ça pouvait amener des changements majeurs pour la vie associative. À partir du moment où il y a 29 ou 30 établissements de santé, on en représente 125, ça allait de soi qu'il fallait que la vie associative soit modelée. Et on avait travaillé avec notre conseil d'administration et des échanges devaient se poursuivre avec les autres associations pour revoir la possibilité de créer un OBNL de service. Parce que vous comprendrez que de la représentation, le ministre ne trouve pas pertinent que ces 30 DG qu'il va nommer se dotent d'un organisme pour parler en leur nom au ministre et parler publiquement. Donc, on a tout compris ça, que des voix collectives, il y en a pas. Sauf que tous les services qui ont été développés, on trouvait que c'était pertinent à maintenir et on voulait proposer une offre de service dans le cadre d'un OBNL. Donc, le 11 décembre, le sous-ministre Michel Fontaine a avisé l'ensemble des directeurs des associations que le ministère de la Santé ne soutiendrait plus la vie associative du réseau, pas plus la création d'OBNL pour assurer la pérennité des produits et des services qui sont existants. Donc, le ministre nous a dit, je gérerai avec mes 30 PDG le réseau de la santé. Je vais leur dire ce qu'il faut faire, ce qui est bien de faire, ce qui est bien de faire. Et s'ils ne répondent pas, ils n'atteignent pas les objectifs, ben, je les congédierai, j'en reviendrai d'autres. C'est assez simple, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc, pourquoi une association pour parler en leur nom? Donc, la conséquence de cette annonce, c'est la cessation définitive des activités de la Caisse le 31 mars prochain. Donc, dans le souci de préserver, par contre, des acquis, vous comprendrez qu'on a entrepris des démarches avec le ministère qui ont des ouvertures à regarder certains de nos produits et services qui sont essentiels pour le réseau et comment capter ces services-là pour continuer à pour permettre qu'ils continuent à bénéficier au réseau. Donc, il y a des échanges, ça devrait se conclure dans les prochains jours, pour dire les prochaines semaines, pour transférer vers d'autres entités du réseau public des produits qui ont été très largement utilisés par les établissements. Je pense aux e-stratèges, aux rapports performance, aux méthodes de soins informatisés qu'on retrouve, qui sont utilisées le plus de 4000 téléchargements, 400 000 par année. Les écoles d'infirmières les utilisent, que ce soit à l'université ou dans les cégeps. Ces échanges-là pourraient permettre d'inclure le transfert de certains services conseils aussi qu'on donnait au réseau dans des interventions comme les relations de travail notamment, la santé et la sécurité au travail. Donc, le transfert dans le réseau de ces produits-services témoigne donc de leur pertinence et de l'importance qu'ils avaient pour maintenir les établissements et les accompagner dans toutes les réformes qu'ils ont à vivre. Mais ça détermine aussi la qualité des ressources qu'il y avait dans cette petite organisation-là, 85 personnes. Par contre, la direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux étant indépendante dans sa mission, les employés et cette équipe-là n'est pas menacée. Cette direction va être attachée à Sigma Santé, donc il n'y aura pas de rupture de service en matière d'assurance. C'est déjà quelque chose qui est très défini et on est en train de faire le passage à cette organisation-là. Donc, cette décision du ministre et du ministère, ça met fin à près de 83 ans de vie associative au sein du réseau de la santé et des services sociaux. On est parti des hôpitaux catholiques à la Caisse, en passant par la HQ, la CCQ. Cette vie associative a permis de soutenir des établissements de santé, les gestionnaires bien sûr, et le personnel dans les nombreux défis qu'ils ont eu à relever. Dieu sait qu'il y en a beaucoup encore à relever, qui auraient permis et démontré l'utilité encore de l'association. On est parti de la laïcisation du réseau à la nationalisation du réseau de la santé, on a fait la professionnalisation de certains secteurs, la prévention, on a parlé on s'est adapté au vieillissement de la population, on a dû accompagner les établissements dans le cadre de la désinstitutionnalisation, le virage ambulatoire, les nouveaux modes de financement, la responsabilité populationnelle, les nouveaux modes de gouvernance, etc. Sans compter les nombreuses réformes de structure qui ont été mises l'avant, vous comprendrez, depuis 83 ans, il y en a eu pas mal. Et la Caisse et ses ancêtres ont accompagné les établissements et les gestionnaires pour mettre en place toutes ces réformes.
Donc, c'est sur tous ces enjeux, de même que sur plusieurs autres, que les représentants des établissements sont toujours intervenus auprès des autorités pour tenter d'influencer les politiques, bonifier les projets de loi dans le seul objectif qui est d'améliorer les services à la population. Donc, c'est cette voix collective qui représente les employeurs du réseau de la santé qui va s'épanouir. Et je vais vous laisser avec un témoignage qui rejoint dans ses propos des nombreux témoignages qu'on reçoit. Vous comprendrez que des gens comme ça, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le réseau qui nous écrit. J'ai débuté ma carrière professionnelle en 1959. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas là. Au sein de l'association de l'époque, qui était essentiellement le regroupement des établissements d'affiliation catholique. Depuis, de nombreuses et puissantes mutations sont survenues. Je les ai toutes vécues personnellement. En est émergée la Caisse. Depuis sa création, cette dernière mutation a été extrêmement utile au milieu de la santé, en général, dans la santé et services sociaux, par ses études et ses prises de position. À mes yeux, elle a été particulièrement précieuse pour les services aux établissements eux-mêmes. Je pense aux documents, les relations de travail, la négociation, les ressources humaines, au financement, à la performance, à la gouvernance des conseils d'administration, au conseil juridique, etc., etc. Sa disparition est une tristesse et surtout une dissolution de démocratie à une époque où l'on en a grandement besoin. La vie associative, en effet, est une des caractéristiques d'une société vraiment démocratique. Elle contribue au progrès aussi de ses membres par la formation, le partage des expériences, par la diffusion de nos belles réalisations locales. Et dommage qu'elle disparaisse, vraiment dommage. Voilà, c'est M. Jean-Claude Deschênes, qui est président du conseil d'administration du CHUM. Voilà. Je veux juste qu'on prenne un instant pour remercier Mme Lavallée pour son travail remarquable, son implication de tout instant. Puis on peut lui dire à la prochaine. Puis ce que je voudrais dire, c'est que, d'après moi, l'association des établissements, c'est quelque chose qui va revenir. On peut pas... il va y avoir une suite à un moment donné après... les gens ne sont pas éternels. Du programme des chaires en santé publique appliqué des instituts de recherche en santé du Canada. Il est chercheur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Il est co-directeur de la plateforme de transfert de connaissances du réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, un des 18 réseaux thématiques du FAQS, et chercheur régulier à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Et ses recherches portent principalement sur l'élaboration des politiques de santé, des modèles de soins primaires performants et le transfert des connaissances. Alors accueillons M. Contenay-Blanc. En fait, mes titres d'introduction, comme ça, d'habitude, c'est un truc qu'on utilise, ça endort les foules. Normalement, aussi, je peux dire ce que je veux, tout le monde dort profondément. Peut-être le plan de ce que je vais dire, ça va être court, mais il y a 3 éléments plus proches. Un retour rapide sur qu'est-ce qu'on peut attendre du projet de loi 10, donc une réforme essentiellement de fusion administrative, qu'est-ce qu'on sait dans la littérature sur ce que ça donne. C'est assez simple, la réponse est rien, mais je suis juste... Apprendre de l'expérience pour la suite. Là. Donc, le projet de loi 10, on pourrait enlever le projet, parce que ça va être une loi. C'est maintenant et ça rentre en vigueur bientôt. Donc, la question n'est plus vraiment comment essayer de modifier la trajectoire, d'influencer le processus de décision ou d'éclairer le processus. La question est maintenant, qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour la suite? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Clairement, on a un ministre qui a un agenda. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir savoir de l'histoire du projet de loi 10 sur ce qu'on va devoir faire pour la suite de l'agenda. Et l'autre élément, c'est étant donné que le projet va être adopté, comment on va vivre avec. Et on peut se lamenter, se rouler par terre, crier, mais il va aussi falloir essayer de voir quelles sont les meilleures pratiques dans un contexte où les structures vont être sous-optimales. Donc, avant Noël, on a été prévenu qu'on irait, j'étais invité en commission parlementaire, et avec quelques collègues, on a commencé à faire une revue de littérature pour essayer de savoir que sait-on sur les fusions administratives. On sait beaucoup de choses. S'il y a bien un domaine dans lequel il y a des connaissances en masse, c'est celui-là, parce que beaucoup de systèmes ont essayé l'approche de fusionner les établissements
Et on a des données récentes d'Alberta, beaucoup de choses aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Suède, et c'est des processus massifs qui ont été très très bien étudiés. On appelle fusion administrative le fait qu'en gros, on dit à des établissements, maintenant vous avez un seul conseil d'administration, arrangez-vous, faites réimprimer vos papiers en tête, changez de logo, maintenant vous êtes une unité. Et ce processus-là, quand on regarde qu'est-ce que ça donne, ça peut donner des effets positifs si on intègre verticalement. On peut imaginer un hôpital communautaire qui intégrerait quelques cliniques de première ligne et qui intégrerait quelques plateaux techniques. Bon, ça peut marcher. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais quand on intègre beaucoup de grosses institutions. En gros, on va dire des choses qui ressemblent à des hôpitaux de plus de 400 lits, des structures qui rassemblent plus que 3000 employés. Les preuves scientifiques sont extrêmement robustes. Ça n'a jamais donné les résultats qu'on espérait, puis je vais revenir sur les résultats. Et c'est vrai à travers les contextes sur la planète. Ce qu'on vise là-dedans, ça c'est particulier. On a un ministre de la Santé qui a, à mon sens, une excellente lecture des problèmes. Il faut reconnaître ça à Dr. Barrett. Dr. Barrett nous dit que notre système est très mal intégré en termes de coordination des soins. Les trajectoires de soins sont sur des blagues. Les médecins sont mal intégrés dans le réseau dans son ensemble, sont des électrons libres dans un système, et les structures de financement sont probablement mal articulées, et on aurait besoin de plus d'interprofessionnalisme. Si vous faites attention à ce que Dr. Barrett met de l'avant comme étant les problèmes du système et ce qu'il faut faire, c'est loin d'être fou. En fait, c'est très, le diagnostic est très bon. C'est comme qu'un médecin qui vous dirait, écoutez, selon toute probabilité, vous avez l'appendicite. Et le moment d'après, il vous dit, donc, je vais vous amputer la jambe gauche. Et c'est ce moment-là où on commence à stresser en disant le diagnostic est bon, mais j'ai comme un doute sur l'avenue d'intervention. Projet de loi 10, on nous dit donc les trajectoires de soins sont souvent incohérentes. Les processus cliniques sont sous-performants dans les organisations. L'informatisation du réseau de santé et services sociaux au Québec est une blague. Donc, tout ça c'est vrai. Donc, on va fusionner les conseils d'administration. Voilà. Et il y a une déconnexion complète. Ce qu'on sait par contre sur les fusions, ce que ça donne une longue période de désordre. Puis, pendant beaucoup de gens ici qui ont vécu l'épopée C3S. Donc, c'est plusieurs années de chaises musicales administratives. Qui fait quoi? Qui est responsable de quel programme? Comment on s'organise pour que les activités continuent dans la dispensation de services? Donc, c'est la même chose en plus gros. Il y a une période comme ça qui est longue, plusieurs années, dans laquelle les capacités de gestion du réseau vont être mobilisées à essayer de donner du sens à des structures qui sont instituées. Et c'est dangereux parce que pendant ce temps-là, il n'y a personne qui va être disponible pour innover et pour régler concrètement les vrais problèmes, les vrais dysfonctionnements du système. Et le deuxième élément, donc ça c'est la période de transition, qui c'est pas une blague, la littérature américaine montre que dans les processus de fusion comme ça, plusieurs établissements hospitaliers ont vu une augmentation du taux de mortalité post-chirurgicale. Donc, d'habitude, quand on voit comme ça, un effet sur la mortalité, c'est qu'on est en train de rater de façon massive. D'habitude, on amoche un peu les patients, mais quand on arrive à en venir à bout, c'est qu'on est en train de rater de façon importante. Et même si on ne regarde pas le processus, mettons, on se projette 10 ans en avant, de quoi on va avoir en termes de structure, la structure elle-même n'a pas de plus-value. Il n'y a rien nulle part dans la littérature, en fait, que je connaisse, qui permet de dire de très grosses institutions avec des volets d'intégration horizontale massive, plein de C3S qui font la même affaire sur des grands territoires, permettent des économies. Le 220 millions, c'est une blague, il y a personne qui le croit, je pense. Je pense même que Dr. Barrett a du mal à le dire sans rire. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas d'économie, personne n'y croit. J'ai besoin de dire ça pour avoir l'air sérieux. Mais pour ce qui est de la capacité d'intégrer les services, il n'y a non plus rien à espérer. Donc, la question, c'est maintenant, l'étape où on est, qu'est-ce qu'on peut apprendre pour la suite? On peut apprendre, on est à l'heure actuelle au Québec dans une situation qui, à mon sens, n'a jamais existé depuis les années 70, depuis la création du système public. On est... ce qu'on a reproché, là, moi inclus, mais beaucoup d'analystes depuis longtemps, c'est un système qui est incapable de se réformer. Il faut quand même revenir, penser à 88, Dr. Rochon, ce qui dit dans le système de santé au Québec, on est chroniquement incapable de changer. On est pris dans un monde dans lequel plein de groupes d'intérêts puissants ont un droit de veto, puis tout ce qui ne fait pas leur affaire, on le bloque et on ne bouge pas. C'est quelque chose qui était fondamentalement vrai,
un système qui a beaucoup de mal à se réformer. Actuellement, tout d'un coup, on a changé de dynamique. On a une nouvelle dynamique. Est-ce que vous avez déjà entendu le Québec avec un premier ministre qui ne parle jamais de santé? Jamais. C'est nouveau. C'est complètement différent. Pourquoi? Selon toute probabilité, puis là je parle, c'est du pronostic, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais selon toute probabilité, le ministre de la Santé actuel a négocié dans son entrée en fonction avec le premier ministre un accord. J'ai un plan, voici mon plan, je vais le mettre en œuvre, tout le monde va crier et tu me laisses faire. Et visiblement, cet accord-là tient, ce qui est une situation complètement nouvelle. Et ça met de fait un pouvoir. On a toujours dit le ministre de la Santé ne peut rien faire. Le ministre de la Santé qui décide de faire peut faire des choses colossales. L'image qui me vient, c'est le grand Antonio qui est en train de tirer 8 autobus avec ses cheveux. Ce qu'on voit en termes la lecture politologue, là, c'est ça. On voit tout d'un coup un individu qui est en train de faire, puis là, je ne peux qu'avoir une certaine admiration pour le personnage. Je comprends qu'on a l'appendicite, il est en train de nous couper la jambe, c'est pas drôle, mais il le fait avec une vigueur qui laisse un certain niveau d'admiration. Et donc, on est dans une dynamique qui est nouvelle. C'est une dynamique qui se caractérise par le fait qu'on a quelqu'un, ministre de la Santé, qui a décidé qu'il allait tout changer, qui a le pouvoir de tout changer, et qui a décidé qu'il n'écouterait pas. Et ça, ça vient un peu tout ensemble. Un ministre de la Santé qui déciderait qu'il écoute tout le monde ne changerait rien. Un ministre de la Santé qui décide qu'il va tout changer va devoir souvent se fermer les oreilles. Là où on a probablement un problème, c'est dans l'équilibre entre savoir à quel moment j'écoute et à quel moment j'écoute pas. Et pour l'instant, on a une balance qui est probablement très loin du côté de je n'écoute jamais. Et ce qu'on voit au projet de loi 10, tout le monde crie le baillon c'est inadmissible. Je ne sais pas. Jusqu'à un certain point, c'est vrai que dans un contexte où on a une Assemblée nationale dans laquelle le ministre a dit « Parlez tant que vous voulez, je n'écouterai rien ». À un moment donné, OK, adoptez-le, on ne va pas non plus passer des années. Et on est dans ce contexte-là. Donc, on va vivre avec. Et ça dit des choses par rapport au futur. On a le projet de loi 20 qui est sur la table, où là, le ministre Barrette s'est pratiqué dans l'arène, essayer de montrer qu'est-ce qu'il était capable de faire. Et là, maintenant, on va avoir le combat du siècle. On va avoir un ministre de la Santé qui va s'attaquer frontalement au monde médical et aux fédérations médicales. Quelle en sera la sortie? Est-ce que c'est un combat des titans? Imaginez deux Godzilla géants qui vont se rentrer dedans frontalement. Et là-dedans, là, je parle de type de chercheur, on est là avec nos petites données en disant, mais on sait des choses là-dessus, puis tu sens comme une petite mouche, puis les deux Godzilla géants qui sont en train de se changer, tu dis, ah, il va écraser. Mais c'est préoccupant par rapport à la société, à savoir, comme dans le projet de loi 10, on a des preuves robustes, on a des connaissances scientifiques très crédibles qui sont pertinentes, selon toute probabilité, qui seraient utiles et qui ne rentrent pas dans le débat. Projet de loi 10, projet de loi 20, puis d'autres s'en viennent, c'est clair. Puis donc finalement, 2 mots sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait, si on est en cadre dans le réseau, essayer de compenser une partie des déficiences du ministre. Déficiences de communication. Là encore, c'est un individu qui est admirable dans sa capacité à tirer les autobus, mais qui, dans son niveau d'empathie et de communication, dans les processus de gestion, quand on gère une fusion, quand on gère une organisation, j'ai jamais vu aucun traité d'introduction à la gestion qui dit commencez par dire à tout le monde que c'est tous des mauvais, que vous les haïssez, que vous les surveillez, puis le premier qui bouge, il chute dehors. C'est une pratique de gestion généralement pas considérée comme désirable. Et c'est le discours du ministre. Attention, je vous ai à l'œil. Il n'y a pas une tête qui dépasse. La première qui dépasse, on la coupe. Le risque avec ça, c'est que n'importe quel cadre un petit peu bien dans sa tête va se dire moi, je ne décide rien, je ne fais rien, j'espère qu'on m'oublie, puis j'attends que ça passe. Or, notre réseau n'a pas besoin de ça. Notre réseau, la dernière chose dont il a besoin, c'est ça. Et donc, essayer d'avoir dans les organisations une dynamique interne qui est de dire, quoi qu'il arrive, on va avoir un discours à l'interne auprès de nos employés, nos cadres, des gens qui offrent des soins, de dire, on croit en vous, on est certain qu'on est capable de faire mieux et on va le faire collectivement. Et 2, d'avoir une approche de dire,
On n'est pas bon. Honnêtement, le système de santé québécois, s'il y a quelqu'un sur la planète qui dit hey, on est bon, c'est que c'est pas avec quoi il est connecté. On est très, très, très mauvais. Et là-dessus, c'est rassurant chez un certain point. On est en train de mettre en œuvre de mauvaises réformes, mais dans un système qui est suffisamment mauvais pour qu'on ne puisse pas l'amocher tellement plus. C'est malheureusement un peu. Et donc, le potentiel d'amélioration, voyez-le comme ça, une simple régression de la moyenne nous amène colossalement en avant. Et donc, il est possible, à l'intérieur même d'une mauvaise structure, de faire beaucoup de choses. D'innover de façon constructive sur l'amélioration des trajectoires, sur l'amélioration des pratiques, sur l'interdisciplinarité. On peut faire plein de choses. Et il va falloir faire plein de choses. Donc, les cadres vont avoir cette mission-là d'arriver à compenser pour les problèmes. Et aussi, finalement, la dernière chose, fusionner aussi peu que possible. Parce que personne n'est éternel, effectivement, un mandat, c'est 4 ans. Et on a une petite tendance à faire des réformes de structure de façon cumulative, qu'il n'y a pas de bénéfice anticipable, à savoir qu'on fusionne de façon très, très, très intégrée de ces projets de façon horizontale. Donc, probablement que les institutions vont avoir intérêt à se dire il y a certaines choses qui vont être fusionnées parce que la loi le dit, pour l'administration entre autres, un certain nombre de structures organisationnelles. Le reste, on peut probablement pas mal laisser les structures en place. Après, on ne travaille pas sur les structures, on travaille sur les processus cliniques. Je tiens à remercier M. Contant-Marie-Poulos d'être autant visible dans les médias pour nous aider à cheminer et à mieux comprendre les problématiques parce qu'il y a beaucoup de gens présentement qui sont dans le néant. Puis on a besoin de personnes comme M. Contant-Marie-Poulos. Je dirais que c'est un fier successeur d'un autre Contant-Marie-Poulos que tout le monde connaît. On va passer à la période des questions. Le nom du groupe s'appelle l'Espace Santé parce que dans le fond, on veut créer un espace pour que vous puissiez parler, échanger avec les conférenciers, essayer de faire progresser des questions, des choses qui vous tracassent. C'est l'occasion. Alors, je vous encouragerai à aller de l'avant. On va prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, je vais passer le micro à lui. OK. Je sais que les lèvres vous brûlent de poser plein de questions. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une question sur ma gauche, sur la droite, et je vais faire une alternance comme ça. Est-ce que ça vous va comme façon de faire? OK. Alors, c'est des questions. On ne laisse pas trop de commentaires. On veut des questions pour que le conférencier puisse y répondre. Et levez-vous, s'il vous plaît. Et en chantant, s'il vous plaît. Alors, mon nom, c'est Sarah. Donc, je suis infirmière depuis environ 4 ans. Et j'ai une question qui est, on mentionne souvent dans la loi 10 aussi, c'est ça, c'est négatif. Mais est-ce qu'on peut tirer quelque chose de positif pour les patients? C'est facile, la question difficile à la collègue. Je sais Une belle collaboration. Mais pour les patients, on verra. Hein, pour le moment, ce n'est pas les réformes de structure qui ont donné quelque chose de positif pour les patients. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Toute organisation clinique, il faut utiliser davantage tous les professionnels de la santé. Il y a une sous-utilisation des infirmières, des travailleurs sociaux et tout ça. Je pense qu'avec les diplômes qu'on a au Québec, les bonnes institutions, les bons professeurs, en sciences infirmières notamment, je pense que les gens sont capables d'en prendre beaucoup plus. Et je pense que c'est ce qui améliorerait de beaucoup l'accès aux services et à la population. Parce que dans l'idée que tu as raison, le ministre est très bon pour faire des diagnostics. C'est vrai ce qu'il dit, il y a problème d'accès, il y a problème d'interdisciplinarité, il y a problème de tout ça. Mais il propose un projet de structure où pendant les 5-6 prochaines années, tous les gestionnaires du réseau ne sont pas concentrés sur une amélioration de l'offre de services, une amélioration de l'intégration des différents professionnels au service de la population. Ils vont se démêler dans leur structure, ils vont avoir une nouvelle équipe de direction, ils vont essayer. Moi, je pense qu'il y a énormément d'excellents gestionnaires dans le réseau. Hein, je les ai représentés. J'espère qu'il y en a au moins 30 de très bons aux yeux du ministre qui vont se retrouver en haut de la pyramide. Et je pense que ces gens-là, je souhaite qu'il y ait une préoccupation de maintenir des réseaux locaux, de maintenir les initiatives qui ont été positives pour la population. Parce que ce qui permet, je pense, au système de santé, indépendamment des structures, de bien répondre aux besoins de la population, c'est de tous.
c'est tous les professionnels de la santé qui, individuellement, quand on choisit même de s'en aller dans le réseau de la santé, c'était pour améliorer la santé de la population. Fait que peu importe les structures, vous allez travailler très fort, ça va être ce qui va vous guider. Mais on a besoin, par contre, d'en haut de la pyramide, des gens qui facilitent votre travail, qui facilitent l'interdisciplinarité. Et ce n'est pas le projet de loi 10 qui va le faire. Mais moi, j'ai confiance, parce qu'on va vivre avec, tu as bien raison, que les gens qui vont être en place, ces gens-là, ce qui les a toujours allumés, c'est l'amélioration des services de santé à la population, l'amélioration de la santé de la population. Ça ne change pas demain matin parce qu'on a un ministre qui décide, qui change les structures. Moi, je pense que ça va rester. C'est peut-être le plus grand gage de maintenir des services de qualité à la population du Québec. En 2 mots, la structure ne va pas vous aider, mais il n'y a rien qui dit qu'il va y avoir un obstacle majeur à ce que les organisations soient capables de faire des choses très bonnes. Mais non, il n'y a rien qui va vous aider. Ici, est-ce que... Question très simple. Merci pour ces conférenciers vraiment très, très, très pertinent. Moi, je m'adresse à des gens autour de moi et ils ont tous la conviction que ce que le ministre Barrette est en train de proposer est bon. Hein? Ça va réduire les listes d'attente, et c'est ça. Alors, quand je me retrouve devant quelqu'un comme ça, où je pars avec mon discours, où je dis, ben, on verra. Mais étonnamment, les gens croient que ça va marcher. Puis qu'il y a du guts, le Dr Barrette, puis c'est à peu près temps qu'on a un ministre qui a du guts. Est-ce que je me trompe dans mon diagnostic de ce que la population pense ou Je pense que c'est une façon différente de dire ce que j'ai dit au sujet du Grand Antonio qui tire les 8 autobus avec ses cheveux. On est devant quelqu'un qui n'est pas banal. En termes de capacité d'action, en termes de capacité de communication, on a regardé là, Dr Barrette, on n'a pas eu depuis longtemps un ministre de la Santé qui a ses capacités de vendre un produit. Admirable. Il a la capacité personnelle. Il est sous pression quand on dit en commission parlementaire. On est tous allés dire ce qui est dans le projet de loi, c'est une joke. Il faut être très fort là, pour arriver avec l'ensemble du réseau qui vous dit c'est pas bon. Et donc, on est devant quelqu'un qui n'est pas banal. Et on est dans une situation où cette personne-là a des pouvoirs pas banals et dans ses capacités d'action. Et c'est vrai que le gouvernement lui donne carte blanche, mais il est capable de vendre son associé. C'est ce qu'on entend aussi. Puis ce qu'on entend, c'est qu'il a raison. Puis les mauvais gestionnaires qui vont partir, il y en a 1300, c'est tant mieux. On n'avait pas besoin d'un débat de structure ou une réforme pour en faire partir 1300. Ils vont en partir même plus là, avec les départs à la retraite, puis encore plus avec le projet de loi probablement. Moi, j'entends beaucoup de gestionnaires dire je serais resté encore quelques années, mais je n'ai pas le goût de dire ce que je vais avoir à vivre là. Donc, ça va anticiper les départs à la retraite. Bon, ceci étant dit, oui, c'est un bon communicateur, vulgarisateur, crédible, puis la population aime ça, ce genre de personnes-là. Tu sais, les gens aiment Régis, puis aiment M. Coderre, puis aiment M. Barrette, tu sais, parce que ça brasse, puis on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça brasse, puis nous, on a besoin de ça. On verra les résultats. On verra les résultats, mais c'est vrai que c'est séduisant. C'est un médecin, c'est un spécialiste, il a l'air à savoir ce qu'il dit. Mais c'est drôle, tous ceux dans le réseau de la santé, puis tu as raison, qui connaissent les impacts de la réforme, on dit que ça n'avait pas de bon sens. La population qui, elle, n'est pas de l'intérieur, elle ne peut pas être en mesure de juger de la même façon, et séduite par le discours. Donc, oui, il a gagné l'opinion publique. Ça, c'est clair. Merci. Bonsoir. Mon nom est Jacques Fournier. Je suis retraité et bénévole. Je suis responsable bénévole du dossier santé à la QDR, Association québécoise de défense des droits des retraités. J'ai travaillé 30 ans dans le réseau de la santé, surtout en soutien domicile. Puis pour mon bonheur, j'ai pris ma retraite en 2007. Donc je n'ai pas vécu le traumatisme des fusions. D'ailleurs, je suis parti vite à la retraite à cause de ça. Ma question est la vallée. J'ai l'occasion d'aller dîner souvent avec des collègues de travail encore en poste ou retraités, des cadres et des non-cadres. Et des syndiqués, vous vous en doutez, ils disent beaucoup de mal de M. Barrette. Puis des cadres aussi, autant en poste que retraités. Alors, ma question est bien précise. Comment se fait-il que les cadres retraités, qui ont une si belle expertise, qui voient les effets pervers et négatifs de la réforme, ne soient pas plus actifs? Je ne les vois jamais dans les manifestations de la Coalition Solidarité Santé. Je les vois jamais. Ils écrivent à peu près pas dans les journaux.
Moi, je pense qu'ils ont un devoir moral. Comment se fait-il que les cadres ne partent pas plus en guerre contre cette réforme épouvantable? Les cadres à la retraite. Les cadres de retraite, bon, il faudrait leur demander. Là, moi, je ne les représente pas, mais je sais très bien qu'il y en a qui sont intervenus. Il y a eu certaines lettres ouvertes. Certains ont tenté de faire des publications, mais ils n'ont pas une voix officielle. Hein. Des individus qui s'élèvent chacun individuellement pour dire je suis contre n'ont pas le même impact qu'un organisme ou une association. Donc moi je pense qu'il y en a beaucoup qui ont tenté, qu'il y en a beaucoup dans les régions, je vous dirais, qui se sont levés. Il y a beaucoup de présidents de conseils d'administration, les bénévoles là, qui sont sur les conseils d'administration, qui se sont levés et dans leur région ont pris la parole dans les médias, ont tenté d'influencer les élus, ils ont demandé des rencontres avec les élus du caucus libéral, entre autres, de leur région. Et ils se sont activés, mais peu d'écoute, parce que l'écoute est vraiment vers ceux qui disent on a besoin des changements, ça va tellement mal, puis le ministre Barrette nous amène des changements. Donc les retraités, c'est une voix parmi des milliers, et les journalistes vont aller voir les groupes plus organisés et ceux qui vont être capables de parler plus fort. Puis pour ce qui est des gens qui sont en place, comme je vous dis, c'est les bénévoles des conseils d'administration actuels qui pouvaient prendre la parole. Certains ont pu parce qu'ils sont bénévoles. Ils n'avaient pas fait couper leur job. En plus, ils étaient bénévoles sur les conseils d'administration. On les a traités d'incompétents. Il y en a qui fait 25 ans qui sont sur des conseils et qui ont géré toutes les réformes. Mais ils sont incompétents. Les ministres leur ont dit de s'en aller chez eux. Ils vont les remplacer par des gens compétents qui vont choisir et qui vont payer et qui vont rémunérer. Donc, mais les directeurs, par contre, ceux qui sont en place près de la retraite, eux, n'ont pas pu parler non plus. Et ceux qui sont en poste et qui aspirent à rester dans le réseau, parce qu'il y en a qui ont passé 20 ans de leur vie dans le réseau comme gestionnaire, 25 ans, qui sont pas prêts à leur retraite, bien, s'ils aspirent à mieux de se fermer. Et c'est ça qui a fait que les gens qui pouvaient parler de l'intérieur, bien, ils ne pouvaient pas le faire. Parce qu'il y avait un baillon. Le ministre a fait la tournée des régions, il nous l'a dit, parce que ce que je vous dis publiquement, c'est assez clair. Hein. Il a fait la tournée des régions, il a rencontré les directeurs généraux des établissements en place. Moi, je sais pertinemment que dans plusieurs régions, il les a rencontrés avec les députés libéraux, ce qui ne s'est jamais fait, qu'un ministre rencontre des fonctionnaires avec des élus pour leur dire, voici ma réforme, je vous l'explique et tout ça, et les gens qui sont pour, il y aura de la place pour tout le monde. Ceux qui sont contre, vous ne serez pas là. Donc, prenez la parole publiquement, vous, dans votre région, pour dire que vous êtes contre. Si vous espérez avoir une job un jour dans le réseau, pour 10 ans. C'est ça, là. Il est très habile, puis les gens sont baïonnés. Ceux qui peuvent dire des choses. Fait que les groupes qui peuvent parler, c'est les syndicats. Tant mieux, il faut qu'ils prennent la parole. C'est les chercheurs universitaires. Il y avait l'association des employeurs qui pouvait dire quelque chose, mais là, c'est une voix qui va s'éteindre. C'est aussi habile d'éteindre des voix qui peuvent être discordantes, qui étaient crédibles et qui amenaient un contrepoids, un contre-courant. Mais on en est là. Et si on veut se consoler, tout le monde aurait pu prendre la parole tous ensemble, ça aurait une chance. Parce qu'on voit quand même actuellement, c'est pas des petits groupes. Là. Quand on regarde les fédérations médicales appuyées par leurs membres, qui font tout ce qu'elles peuvent et qui n'ont pas beaucoup de succès, dites-vous que. C'est bon, André, là, c'est un petit peu déprimant, je trouve, à soi. Bon, là, on va faire des questions à l'arrière, hein, les gens vont rester debout pour poser des questions. Bonjour, moi c'est Colette. Oui, plus fort. Je suis infirmière praticienne au mouvement. En fait, j'ai deux petites questions. La première, en fait, j'ai eu un professeur de McGill un jour qui parlait des nazis, en fait. Il disait que, désolé, je vais peut-être paraître un peu alarmiste, mais il disait en fait que les nazis sont allés voir les médecins pour leur demander de faire X nombre de choses, puis il y a des médecins qui ont décidé de pas faire ce que les nazis disaient de faire. Je me demandais en fait si on pouvait pas être un peu délinquant et être considéré quand même socialement, que ce soit considéré socialement acceptable quand même. Parce que le ministre Barrette est en train de dire, ben si vous faites pas ci, je vais faire ça, si vous faites pas ci. Mais si on fait front commun, est-ce qu'on peut pas justement suggérer une certaine délinquance? Ma deuxième question, c'est est-ce que c'est pas un peu une bonne façon en fait de mettre le chaos dans le système de santé quand on souhaite un système de santé privé? Je voudrais juste vous entendre. Sur est-ce que les réformes actuelles menacent la pérennité d'un système de santé publique, je pense que la réponse est oui. Je ne suis pas un adepte de la théorie du complot. Je ne suis pas certain qu'il s'agit là d'une action délibérée, mais à force d'avoir un système qui ne livre pas la marchandise, les gens vont être prêts à aller vers n'importe où.
Et le n'importe où, le truc, c'est qu'il y a des promoteurs du privé qui vont vendre un produit et on risque à un moment donné de se ramasser incapable de défendre le système de santé publique. Sur est-ce que c'est possible de désobéir? Une réponse très ancrée dans la gestion. Personne peut, au niveau central du ministère de la Santé, prétendre savoir ce qui se passe dans le jour à jour des organisations. C'est un réseau qui est immense, extrêmement complexe. Un gestionnaire habile qui dirait moi, je veux résoudre les problèmes qui sont mis d'avant dans le projet de loi, mais je vais le faire d'une façon qui est différente de celle que le ministre entend imposer, je pense qu'il pourrait faire un grand morceau de chemin. Ça va peut-être être dangereux pour sa carrière, mais je pense qu'il pourrait faire un grand bout de chemin. Un grand bout de chemin, ça fait pas longtemps. C'est possible, il va y avoir de la résistance passive. Il reste que... Mais moi, je pense que les gens sont tellement dédiés qu'ils vont dire à travers ces structures-là, qu'est-ce que je peux faire malgré tout. Là. Parce que la bataille de vouloir modifier le projet de loi, là, on l'a tout perdu. Fait que là, vous pouvez se battre, là, puis des grandes coalitions, puis tout le monde dans la rue demain matin, le projet de loi est là. Il va falloir soigner le monde au Québec. On parle. Fait que moi, je pense qu'effectivement, les gestionnaires puis les équipes de soins ont encore beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer les services dans ce cadre-là. Il va rester les établissements, ils vont être là, il va y avoir une structure de gestion plus macro là, pour la grosse structure, mais il reste que tous les établissements actuels demeurent. J'ose espérer qu'il va y avoir encore des gestionnaires là, puis des équipes de soins motivées, qui vont donner les mêmes services à la population. Fait que je pense qu'il va en avoir de la marge. Puis vous avez raison, c'est pas vrai que le ministère et le ministre vont tout savoir ce qui se passe dans tous les fins fonds de tous les établissements du Québec. Là. Puis il va nous occuper d'autres projets de loi aussi. Vous allez voir, il y en a d'autres qui s'en viennent. C'est pas nous, ça va être d'autres. Les médecins sont fort occupés, les pharmaciens aussi, les infirmières. Mais là, pour les infirmières, là, quand même, ils veulent déléguer davantage d'actes et puis avoir des ordonnances collectives. Disons que j'ai passé ma vie à me battre pour ça. Là, je trouve ça bien fun. Pour ça, je suis d'accord. Je l'ai même dit, c'est rare qu'on est d'accord. Mais là-dessus, je trouvais que effectivement, d'accroître le rôle des infirmières, donner plus de marge de manœuvre. Moi, quand je me dis que les infirmières vont pouvoir faire des thèses, vont pouvoir s'occuper davantage des maladies chroniques, il me semble que c'est comme tout à fait naturel. Puis imagine-toi, on va avoir la possibilité de s'occuper des poux. C'est toute une délégation de pouvoir. Mais moi, je dis, écoute, quand les infirmières travaillent dans le Grand Nord, qui font les accouchements, les pointuseux, tout ça, qui arrivent dans le Sud, comme ils disent, à Montréal ou à Québec, ou même sur la Côte-Nord, c'est le Sud pour eux autres, ils peuvent plus prescrire une aspirine quand ils arrivent dans les hôpitaux. Il me semble, moi, ça fait bien longtemps que j'ai fait mon cours d'infirmière, puis qu'on s'est posé cette question-là. Là. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas délégué? Ben, il y avait un autre pouvoir ailleurs, puis il était dans ce pouvoir-là, Dr. Maret, les fédérations médicales qui ne veulent pas déléguer, puis le collège des médecins qui ne veulent pas déléguer trop à d'autres professionnels. Là. Moi, je pense que quand on cherche des sous, aussi des économies, puis qu'on veut une meilleure utilisation des médecins, moi, je suis toujours surprise de voir des médecins qui font des cliniques de vaccination. Je trouve que c'est de l'argent un peu mal utilisé. Alors, si on veut que les gens posent le plus de questions possible, on va continuer. Une question aussi. Je suis dans le coin, là. Un petit coin, moi. Lorraine Fontaine, coordonnatrice au regroupement Naissance Renaissance, un des 3000 groupes communautaires financés par le ministère de la Santé. Donc, quel impact pour eux? Est-ce que vous voyez? Et l'autre question, c'est quel impact aussi sur la pratique sage-femme et les belles promesses de développement quand c'est le seul conseil qui n'aura pas de place ou de siège sur les CISSS? Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, ça? Il me semble qu'il y a comme une réponse implicite dans la question. Je dirais, pour faire un petit peu sur la question d'avant, sur tout ce que le ministre a dit dans les médias, sur ce qu'il va déléguer, on est tous d'accord. On attend de voir peut-être le projet de loi parce qu'on a eu des surprises. Donc. Sur les sages-femmes, il ne semble pas y avoir beaucoup de réceptivité. Non. Qu'est-ce qui va pouvoir être fait, je ne sais pas. Sur les organismes communautaires, je pense qu'on est là encore dans un projet de loi. La grande structure est écrite sur le papier, plus ou moins. Le détail du fonctionnement de qui va prendre quelle décision, tout ce qui était alloué au régional sur qui est financé, quelles sont les structures qui permettent de dialoguer avec les organismes communautaires, tout ça, pour l'instant, c'est un néant. Personne ne sait. Ça va être décidé au fur et à mesure des années qui s'en viennent. Et pour tout le monde sur le terrain, c'est pas une période facile. Puis la réforme se fait sous fond de redressement budgétaire. Mais des coupures importantes, plus importantes que ce qu'on a connu à ce jour, s'en viennent pour la prochaine année.
Vous allez voir que les subventions dans les organismes communautaires, là, ça va être difficile aussi, là. Parce que des réformes, habituellement, quand tu fais des changements, il faut que tu injectes des sommes. Quand tu ne le fais pas, bien, les risques de dérapage sont grands. Mais on est dans une période d'austérité. Il paraît qu'on ne peut pas dire ça, mais ça ressemble à ça. Puis depuis, d'ailleurs, 4 ans, le réseau de la santé ont déjà redressé 680 millions qui ont fait. Il y a eu des coupures de cet ordre-là. Et on nous a dit qu'on n'avait rien vu. Donc, bonne chance pour les gestionnaires. OK, je vais continuer. Bonjour, Jonathan, infirmier à la maîtrise. Donc, je veux savoir, justement, au niveau des coûts, outre le fait que le patient les a payés, y a-t-il des estimations de coûts nécessaires? Parce que une fusion, il faut toujours qu'il y ait un investissement qui soit fait. Puis juste le papier, puis les affiches, est-ce que ça va dépasser le coût de 220 millions qu'on va économiser? Écoutez, tu l'as dit tantôt, 220 millions, là, je pense que le ministre a dit ça pour faire plaisir à M. Poitou. Il faudrait bien qu'il y ait un petit peu d'économie à quelque part, mais je ne pense pas qu'il y ait. C'est impossible qu'il y ait des économies de 220 millions. Mais on doit avoir aboli les agences. Bien, les agences, à l'heure actuelle, ils font les coupures dans le sens qu'ils transfèrent 10 du personnel au ministère, 80 dans les sites 3S actuels, sans budget. Donc, c'est des coupures d'autant que les C3S doivent faire pour intégrer du personnel majoritairement administratif. Quand le ministre a dit qu'il fallait plus dans l'administratif pour donner plus de gens les services cliniques avec du personnel clinique, on doit absorber 80 des budgets des agences avec du personnel administratif que les directeurs à l'heure actuelle se donnent ce qu'ils vont faire avec. Parce que dans du personnel administratif, là, on donne des soins là, dans les C3S, dans les CNSC, partout. Donc, on ne voit pas beaucoup d'économies sur des compressions additionnelles qui se sont faites sans la fusion. Là, je veux dire, à chaque fois qu'ils coupent 200 millions dans le réseau de la santé, ça fait 3-4 ans de suite qu'ils le font. Les budgets sont coupés, puis il faut essayer de gérer avec ça. Là. Et une grande noirceur, une grande opacité sur est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il y a des estimations. Le 220 millions est tiré d'un chapeau, parce que ça c'est quoi, mais il y a des choses qui s'en viennent aussi. Financement à l'activité, c'est clair que quelque part, ça s'en vient. Imaginez un CIS avec une composante hospitalière financée à l'activité et une composante non hospitalière, services sociaux, mais aussi tout ce qui est communautaire, financé autrement, historiquement. Comment tout ça va se composer? Rajouter à ça le financement de la rémunération médicale, où il y a des ententes secrètes signées sur à peu près les 280 prochaines années. Et c'est presque ça. Et avec en plus des systèmes de modulation de pénalité ou non pénalité, où personne n'est capable de savoir quels médecins vont être pénalisés ou non. Tout ça pour dire que quelles vont être nos dépenses de santé dans le futur. Prenez une boule de cristal et regardez dedans. Je pense personne à la moindre idée. D'ailleurs, j'en profite pour dire, parce que tu parlais du financement à l'activité, à Espace Santé, nos conférences sont enregistrées et sont aussi disponibles sur le. Vous pouvez les réécouter sur le site web, c'est espacesanté.com. Donc, on a eu peut-être 2 ans, un an et demi, peut-être 2 ans, sur le financement à l'activité. À réécouter pour ça que Bonjour, Daniel Clément, je suis administrateur sur élu par la population. Et là, j'ai représenté les patients au CHUM. Une des questions dans toutes ces fusions-là, comment va se faire la fusion de culture? Parce que chaque institut hôpital a une certaine culture par rapport aux employés et par rapport aux patients aussi. Et est-ce que la littérature là-dessus, ça c'est une première question. La deuxième question, c'est comment va se faire la gestion à distance, puisqu'il n'y aura plus aucun DG ni DGA, comme aujourd'hui, dans aucun des hôpitaux. Tout va être centralisé dans les CIUS et les CIS. Comment va se faire cette prise de charge-là quotidiennement? La deuxième question est facile. En fait, il sera interdit d'appeler ce cadre qui va être responsable de la gestion locale DGA. Donc, il va falloir trouver un nouveau terme. Sur la fusion des cultures organisationnelles, on est sûr d'une chose, on ne sait pas faire ça. Prenez, je ne sais pas, un exemple, on va aller au hasard, le CHUM. On attend toujours que ces organisations-là finissent par avoir une culture unifiée. Et par contre, on voit que quand on essaye d'intégrer organisationnellement des organisations qui ont des cultures différentes, c'est des gros problèmes. Donc on en revient à ce que je suggérais. Pourquoi ne pas laisser les gens avoir un haut niveau
d'une autre personnalité autonome, on va dire. Les organisations conserveraient leur capacité à dire nous, on est une institution légale et on a une philosophie qui s'est développée à travers le temps qui ressemble à ça. Et on a le droit d'être différent. OK. On est rendu à... Merci. On est rendu à rien. Oui, bonjour, Nicolas Bustamante. On va parler sur plusieurs points que vous avez présentés au courant de la soirée. Et par contre, la chose la plus importante pour moi, c'est important de dire des choses qui ne vont pas fonctionner avec le projet de loi 10. Mais de mon point de vue, c'est d'être réaliste en sachant que ça va passer peu importe. C'est beau d'en parler, d'en discuter en haut et en large, mais en bout, je pense que le résultat, c'est que ça va passer. Alors, comment anticiper le changement? Comment se préparer à ce qui est inévitable? Comment positionner votre... Je pense que la caisse doit son mandat va être changé. Alors, quoi anticiper avec le futur? Comment se préparer, justement, dans les prochaines années? Mais pour la Caisse, le futur, il se termine le 31 mars. Exact. Fait qu'on va être observateurs, chacun individuellement, dans nos sera, pour voir la réforme. Le futur de la réforme, ben, il est à inventer. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je fais confiance aux gestionnaires, c'est ce que je vous disais, puis aux équipes, puis aux employés qui vont continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Tant mieux si ça peut permettre d'établir des meilleurs couloirs de service. Tant mieux. Je sais qu'à Montréal, il y avait des CIS, pas des CIS, mais des C3S qui n'avaient pas d'hôpitaux. C'était des problèmes. Bon, peut-être que... Mais il y a peut-être des choses que ça va améliorer. Mais c'est une dose de cheval, je vous dirais, là, qui donne au réseau pour créer peut-être certaines améliorations, mais qui ne sont pas évidentes à première vue. Moi, je pense qu'on va laisser aller. On va voir. C'est pas son plan de match. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment il va le déployer. Quel support le ministère va donner aux gestionnaires, parce que ces super gestionnaires-là, ça ne sera pas facile demain matin, parce que les cultures des organisations qu'on va mettre ensemble, le CHUM, c'est un exemple, mais là, vous allez mettre dans la région de la Montérégie, il y avait un 6, le monde de Valleyfield, de Saint-Hyacinthe, de Sorel, ça se retrouvait tout ensemble, ce beau monde-là, avec Longueuil. Ben, il y a des cultures différentes, il y a des profils de population différents, donc les gens vont avoir à tenir compte de ça. Mais maintenant, la population ne changera pas. Les besoins de la population du monde de Sorel, ben, ça va être pareil, puis à Valleyfield, pareil, puis ils vont s'attendre à avoir des services à l'urgence quand ils vont rentrer, puis si on dit certains problèmes spécifiques, ben, qu'ils acceptent facilement, parce que le ministre, c'est ce qu'il dit, pour avoir accès plus facilement à des spécialistes, parce que ça va avec oui, dans certaines régions, c'est un problème. Est-ce que le changement de structure va améliorer? C'est à voir. C'est à voir. Mais moi, je pense qu'il faut qu'ils soutiennent, il faut qu'il y ait un plan de match pour soutenir les gens dans la mise en place de ça et de s'assurer que ce qu'il veut vraiment avec ça se réalise. Mais on ne sait pas son plan de match. On va être comme vous, observateur, puis commenter après. Non, si on regarde, je vais mettre ma casquette de prof, mais beaucoup de gens ici vont entendu parler de l'idée que les résultats sont produits par l'interaction entre la structure et le processus. La structure, elle va être fixée par la loi. Les processus ne sont pas fixés par la loi. Et qu'est-ce que les organisations vont faire dans repenser les processus qui sont en place, identifier ceux qui sont sous-optimaux, intervenir de façon très, très, très micro, là, en créant des consensus autour des gens qui sont au chevet des patients, les infirmières, les médecins. Il y a énormément de potentiel à structure égale, à optimiser les processus. Donc, si on veut ne pas être totalement déprimé, on peut voir ça comme étant un défi admirable, à savoir qu'on pourrait faire colossalement mieux, même avec une structure privée. Alors voilà, c'est un constant. Bonjour, Joëlle Lévesque, directrice des soins infirmiers, C3S de la Montagne. Écoutez, vous dites que vous ne savez pas trop ce qui s'en vient comme autre projet de loi, mais ça serait quand même intéressant de vous entendre tous les deux sur le fait que on voit que cette réforme-là est aussi accompagnée de mesures drastiques pour économiser. On voit que le 220 millions, bon, on nous dit qu'il va économiser ça, mais vous l'avez dit vous-même, c'est une farce. Moi, dans mon C3S, on devra intégrer, comme vous disiez, Mme Lavallée, 24 personnes qui ont la sécurité d'emploi de l'agence, plus 4 cadres.
Ça, c'est dans mon petit 6 à Montréal. On en a 6. Alors, ça, c'est un exemple. On n'a pas de budget qui va venir avec ça. Puis en plus, il faut couper plusieurs millions de dollars l'an prochain dans le budget. Moi, comme directrice des soins, je dois vous dire que ce qui m'intéresse, c'est les soins. Puis l'argent, pas souvent. Mais là, je vais vous poser une question d'argent. La RAMQ dans tout ça. On entend dire, puis les médecins eux-mêmes disent que ça n'a pas d'allure la façon dont ils doivent facturer. Puis on entend dire, moi j'ai siégé sur des comités au ministère, il paraît que c'est bordélique, ce RAMQ-là, de la façon dont c'est géré. Il y en a de l'argent là-dedans. Est-ce que vous pensez que le ministre va s'attaquer à ça? Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, c'est, bon, les médecins omnipraticiens, ils disent qu'ils travaillent beaucoup en milieu hospitalier. On sait que dans les pays où ça fonctionne, il faut que la première ligne soit forte, qu'elles utilisent ces infirmières, et que les médecins soient disponibles en première ligne. Ils disent qu'ils travaillent 40% de leur temps en milieu hospitalier. S'ils sortent des hôpitaux, ça veut dire que les spécialistes vont devoir travailler plus fort? Puis comme notre grand Antonio, c'est un spécialiste, peut-être que lui, il ne veut pas ça pour sa gang de chums. Je ne sais pas. C'est tout ça qui m'interpelle et qui m'inquiète parce que vous dites, oui, les structures, ça fait en sorte qu'on peut quand même être créatif. Mais la créativité, à un moment donné, quand c'est médical, là, dans ce système-là, ça devient assez difficile. Donc, sur la RAMQ et sur l'organisation médicale, j'aimerais vous entendre. On avait, je pense, Joël, la question est excellente, sur le mystère québécois. Quand on regarde les effectifs médicaux de toutes les provinces canadiennes, le Québec a plus d'omnipraticiens que la moyenne et a plus de spécialistes que la moyenne. Et on en a autant que des provinces qui performent bien. Quand on regarde ce qui se passe dans les établissements des autres provinces, j'étais en Colombie-Britannique l'année dernière pendant un an, les omnipraticiens ne sont pas à l'hôpital. Ils le sont de façon marginale, l'urgence un peu, mais essentiellement, les hôpitaux des autres provinces canadiennes fonctionnent avec très peu d'intervention des médecins omnipraticiens. Donc, le mystère québécois. Si ici, c'est impossible de sortir les omnis des hôpitaux parce que si on les sort, l'hôpital s'arrête, comment ils font là? Et qui fait quoi? Là-dessus, là, on revient encore. Le diagnostic derrière la projet de loi 20, c'est ça ne marche pas notre affaire. Les spécialistes à l'hôpital sont en train de papillonner de patient en patient à faire de la consultation, ne s'occupent pas de faire de l'hospitalisation et de la continuité, et il faut que ça change. Alors, si vous lisez les préambules du projet de loi 20, c'est ça qui est dit. Après ça, c'est encore, étant donné que vous avez l'appendicite, je vous coupe le nombre gauche. Et on en revient à ça, mais le diagnostic est bon, et on a vraiment un mystère québécois là-dessus. On est au centre de la tornade. Si on regarde l'Amérique du Nord, le Canada se distingue comme étant le monde. Le Canada se distingue comme étant particulièrement pas fantastique pour la première année. Quand on regarde le Canada, maintenant, le Québec s'illustre dans la médiocrité. Et quand on regarde le Québec, le pire spot, c'est Montréal. Donc, on est bien placé là, pour savoir où ça va mal. Il y a quelque chose de spécial quand on pense qu'à Montréal, c'est pas comme si on n'en avait pas de l'argent investi. Combien d'hôpitaux on peut marcher depuis ici? C'est massif. Et en termes de main-d'œuvre aussi. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on a vraiment. C'est pas qu'on manque d'argent. 1$ sur 10 investi par l'État québécois est investi pour payer les médecins. C'est pas qu'on n'a pas d'infrastructure, on est en train d'investir en infrastructure qu'on n'a jamais investi. L'austérité n'est pas pour tout le monde. Et comment se fait-il que dans ce contexte-là, on soit aussi pire? On est quand même très bon par ailleurs. Il gère. La RAMQ est jusqu'à maintenant une agence d'émission de chèques. Le numéro de facturation rentre d'un côté, le chèque sort de l'autre côté. Capacité de surveillance, supervision, monitorage et production d'informations qui permettent de réajuster les pratiques, je ne pense pas que ça existe. Et même si on voulait que ça existe, c'est pas évident que les capacités soient là. C'est ça, la RAMQ gère aussi l'enveloppe pour les médicaments. Moi, je pense que c'est des politiques gouvernementales qui permettraient d'économiser de ce côté-là. Là. M. Barrette veut s'y attaquer parce qu'effectivement, je pense qu'il y a de la marge là, parce que nous aussi, tu dis qu'on est les comptes pour les services de première ligne, puis au Canada. Mais pour ce qui est des coûts du médicament, c'est au Canada que ça coûte le plus cher dans bien des pays occidentaux.
Puis c'est au Québec que ça coûte le plus cher au Canada. Fait que sûrement qu'il y a de la marge de ce côté-là, c'est ce qu'on a dit. Là. Il y a sûrement des milliards là, quand on cherche de l'argent, il faudrait peut-être y aller. Mais la RAMQ, elle gère ça. Elle s'occupe de payer et de gérer ce que les politiques ont décidé. La rémunération des médecins, c'est la même chose. L'enveloppe de la RAMQ a augmenté énormément les dernières années par la hausse de la rémunération des médecins qui était de 1,1 milliard dans les 2 dernières années. Donc ça rentre dans le cadre de la RAMQ. Mais donc, c'est une banque là, qui sort et qui sort l'argent pour payer les médicaments, payer les médecins. Et si on des données, moi je pense qu'il y en a des données de la RAMQ. Il y en a pas mal, mais ils ne sont pas autorisés à les sortir. C'est le ministère de la Santé, il ne faut pas dire le ministre de la Santé qui les utilise. Et même nous, faisons des rapports performance pour avoir toutes les données qui nous permettent de faire les rapports performance. C'est une entente avec le ministre de la Santé de l'époque, qui était M. Bolduc, qui a permis à la Caisse d'avoir des données qui sont exclusives au ministère de la Santé et à la RAMQ pour nous permettre de faire des rapports performance aussi précis. Et le jour où un ministre décide qu'il ne nous autorise plus à avoir accès à ces banques de données, on est fait. Et je voudrais dire que ça s'en vient. OK. Je suis presque en train d'oublier qu'on avait une question de quelqu'un qui est absent ce soir, mais qui est souvent à nos conférences. C'est le docteur Régent Dion, qui est au laboratoire de santé publique. Il m'a demandé de vous transmettre cette question-là. Alors, il est un petit peu inquiet, lui. Déjà que la santé publique est un peu parent pauvre. Il se demandait, je ne sais pas à qui s'adressait la question, mais dans ce fameux projet de loi 10, qu'en est-il de la santé publique? En fait, je pense que sa question réfère plus aux médecins qui ne voient plus vraiment de patients, qui sont admis. Peut-être plus les loi 20, mais disons dans la loi 10, quelque chose plus par rapport à la santé publique, la structure de santé publique. Les structures de santé publique, les structures qui étaient régionales pour la santé publique vont donc s'en aller, qui étaient au niveau de l'agence, vont s'en aller dans les 6. La forme qu'elles vont prendre et surtout l'ampleur qu'elles vont avoir, il y a plusieurs structures de santé publique. La direction de la santé publique de Montréal est un exemple qui avait développé une expertise et une capacité de prendre position qui était extrêmement intéressante. Est-ce que ça va se maintenir dans le temps? C'est pas évident. Le ministre ne semble pas avoir une grande réceptivité à l'idée de la santé publique. Et là encore, si on veut penser ça positif, le futur de la santé publique, s'il existe, va être de sortir la santé publique de la santé publique. D'essayer d'intégrer le mandat de travailler sur les déterminants et la prévention à tous les niveaux de dispensation de soins et ne pas garder ça comme étant une fonction particulière du système. La fonction particulière santé publique en elle-même risque de ne pas se porter. Mon nom c'est Paul, je suis médecin, je travaille en santé publique. Là. Juste pour vous appuyer, là, le M. Barrett a décidé de couper 30% du budget de la santé publique cette année et on entend parler qu'ajouter un autre 30% l'année prochaine. C'est 7 millions de dollars à Montréal. C'est entre 40 et 80 postes qui vont disparaître chez nous. D'accord? Alors, c'est clair, là, on est en train de fracasser la santé publique. Je ne sais pas ce qui va rester. Peut-être la protection, mais le reste, là, oubliez ça. Moi, j'essaie d'être positif. Moi, j'ai de la misère à être positif cette temps-ci, là. Puis bon, vous allez parler d'autres projets. C'est sûr qu'il y a un projet de loi qui s'en vient pour même changer la loi sur la santé publique parce qu'on est tanné d'entendre les directeurs de santé publique émettre des commentaires sur certains déterminants suite à des projets de loi gouvernementaux. Alors, il va y avoir beaucoup d'autres projets. Là. Moi, je suis entièrement d'accord avec le collège qui demandait au gouvernement de présenter son plan. C'est quoi le plan? C'est quoi l'idée derrière, là? Mais notre premier ministre ne parle pas. On ne parle pas de santé. Sur la sortie du collège, le collège est sorti de façon très articulée, à la fois diplomatique et ferme, mais si vous avez le temps d'aller regarder ce qu'ils ont dit, ça vaut vraiment la peine, sur la disparition de l'autonomie des autorités de santé publique à donner des avis sur, je ne sais pas, prenons les sujets au hasard, les pipelines, le gaz de schiste, des affaires comme ça. C'est clair qu'on est en train d'implanter au Québec la culture fédérale de tout ce qui dérange ce pays. Et c'est extrêmement menaçant. Pour vous dire, le premier ministre se tait. Le premier ministre a donné toute sa confiance, et on en est très, très
certains de s'associer au ministre de la Santé. Il n'interviendra pas, il est derrière toutes ces réformes. Il le laisse aller. Le président de la Caisse, M. Michel Gervais, qui est un ancien recteur de l'Université Laval, l'ancien directeur général de Robert Giffard à Québec, est une connaissance personnelle du premier ministre. Il était un conseiller dans bien des domaines et près du parti qui est au pouvoir. Et il a écrit au premier ministre, personnellement, sur la réforme Marais, sur les conséquences aussi pour la Caisse, mais davantage pour la population, cette réforme-là. Eh bien, vous ne le croirez pas, là, mais la lettre personnelle, confidentielle, envoyée au premier ministre par un collègue, un ami, a été transférée au cabinet de Tabaret. Et on a reçu un accusé de réception d'un attaché politique, Tabaret. Fait que comprenez-vous qu'il a appelé au bureau du premier ministre, puis on a réussi à parler non pas au premier ministre, mais à chef adjoint de cabinet, puis tout ce que vous voulez. On leur dit qu'il y avait un problème dans leur cabinet, parce que une lettre qui s'adresse au premier ministre, c'est pas au ministre. Nous, on est capable de parler au ministre, pour envoyer une lettre qu'on veut, puis on va en commission parlementaire lui parler, parce qu'il ne veut pas nous parler ailleurs souvent. Mais quand on s'adresse au premier ministre, on s'attend à recevoir une réponse du premier ministre. Mais quand des gens près de lui veulent intervenir, des gens qui ont été, à la limite, pas amis intimes, mais près, se font traiter de cette façon-là quand vient le temps d'intervenir en santé pour s'adresser au premier ministre. On comprendrait qu'il est assez difficile d'accès, puis il est assez muet, et il laisse aller. C'est une réponse, à mon avis, c'est la plus grande réponse qu'on a eue. Je lui laisse faire ce qu'il veut, et je ne veux pas intervenir, même auprès des gens qui me sont chers, en qui j'ai confiance, pour intervenir et commenter la réforme de mon ministre. C'est clair. Fait qu'on est là-dedans, on ne veut pas vous déprimer, mais c'est ça. C'est ça. Alors, on va avoir une dernière question aussi. André Lapierre, je suis de la CSN. Moi, pour me réconforter, des fois, je pense à l'hypothèse de base en arrière de la réforme, qui était celle de l'IGA, l'Institut de gouvernance des organisations privées. L'origine de toute cette histoire-là, c'était juste une fusion des conseils d'administration de manière à créer des pôles régionaux organisés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une marge de manœuvre à essayer de travailler avec ça en maintenant un peu dans le même optique, mais pour savoir si je suis trop naïf, je partage le contexte politique qu'on a annoncé. Mais dans la mesure où on se préoccupe moins des structures pour les plus processus, tu sais, quand on a reçu les studios ont sorti sur la rémunération des médecins, ça n'a pas de sens. Hein? N'importe qui de la population qui lit ça, là, 802 pages de code pour la rémunération des médecins, ça n'a pas de sens. Tout le monde fait dormir au gaz, ça fait pas mal de place. Alors, c'est sûr que Barrette, il se fait fort d'être le ministre face au Conseil du Trésor, qui a pu lever la tutelle de la santé internationale. Il y a des choses qui ont été faites. Moi, j'essaie de voir si l'idée de créer un fonds régional ou un fonds pour, avec la réforme Fillard, à créer un peu de pôle local et puis régional. Et là, il veut aller plus loin. Il veut juste sortir dans le temps pour donner une marge de manœuvre. On était pour qu'il y ait des regroupements, puis il y en avait déjà là, qui se faisaient. Des regroupements sur des bases volontaires. Qu'il y ait une gouvernance régionale pour s'occuper, je vous dirais, de la mise en commun de certains services administratifs, technologiques ou autres, pour une plus grande efficience, c'est tant mieux. Là où on est préoccupé, c'est quand la décision de l'offre de service s'en va un palier le plus loin possible du local. C'est ça que la réforme amène, qui pour nous est dangereux. On pense, nous, toujours que les gens qui étaient les bénévoles sur les conseils d'administration au plan local, c'est pas vrai que c'était des incompétents. Hein. Sur les 3000, il devait y avoir une couple qui s'en occupait de bonne fois qui était compétent. C'était les gens les mieux placés pour dire aux administrateurs, aux administrations locales, voici les besoins pour les services de la population. Puis je suis garant, moi, au conseil d'administration, de m'assurer que l'offre de service va répondre à ces besoins-là. Et là, on l'aura plus, ce palier-là. On l'envoie à 30 personnes, 15 personnes, qui vont être un palier plus loin de l'offre de service. Quand vous parliez tantôt des augmentations, on est à la veille des négociations salaires dans le secteur public. Mais il y a quand même eu 160% d'augmentation salariale pour les médecins dans les 10 dernières années, avec des comparaisons de l'Ontario. Fait que j'imagine que vous avez regardé de ce côté-là.
c'est loin d'un gel salarial, ça. Hein? C'est loin d'étendre la hausse de rémunération qu'on ne sait pas comment elle a été négociée avec d'autres choses. Mais il reste que, effectivement, moi je pense que les médecins ont sûrement un rattrapage, qu'il faut qu'ils soient payés aux médecins au Québec. Ils n'ont pas l'intérêt. Mais comme moi je pense que nos préposés, puis les infirmières, les travailleurs sociaux, là, qui ont besoin d'être payés et d'être rémunérés à leur juste valeur, eux autres aussi, malgré le contexte de sécurité dans lequel on se retrouve. Mais il va falloir qu'il y ait des grandes stratégies syndicales, à mon avis. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent qui est là, mais je pense que de la concertation qui va être favorable dans ces périodes-là de sécurité. Le type de facturation des OMI, c'est 800 pages, spécialiste à 1300, mais je suis prêt à prendre un parler avec n'importe qui dans la salle que dans 2 ans on se revoit, là, puis il n'y a pas une page en moins. Je remercie tout le monde qui ont eu des excellentes questions. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser des questions, mais on doit respecter les heures de salle. Voilà. Alors, je laisse le mot de la fin à la présidente. Oui, juste pour dire, j'espère que le surnom Grand Antonio ne collera pas à la peau du docteur Barrette, surtout que Antonio Barrette, c'est un ancien député de l'Union nationale à l'époque de Maurice Duplessis. Mais je dirais en finissant, malgré PL10, je pense qu'il faut continuer à être. On a parlé d'être délinquant, d'être novateur, de chercher des initiatives. Mais je dirais qu'avec ce ministre-là en particulier, il faut être prudent, il faut être vigilant, il faut être patient. Alors, je tiens à remercier nos 2 conférenciers. J'espère que vous avez apprécié. Je veux aussi remercier nos partenaires qui sont le Comité jeunesse de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l'Association des jeunes médecins du Québec. Prochain 5 à 7, j'espère que vous allez venir. Ça sera peut-être sur PL20. C'est à suivre. Merci. On donne un atelier